deux mots qui sont irrésistibles, c'est l'engagement des femmes, ou la réflexion féminine sur un sujet essentiel qui conditionne tout ce qui a de l'importance à nos yeux, c'est-à-dire l'enjeu climatique, associé à l'île Maurice et à travers l'île Maurice à l'ensemble des petits, même parfois grands États insulaires et les archipels notamment d'Océanie. Ces deux sujets sont essentiels. L'un parce que les femmes peuvent apporter probablement ce qui nous fait le plus défaut, une vision sur le sens des choses, et on en aura besoin pour lutter contre le changement climatique. Et le sujet des îles parce que si l'humanité échoue à protéger les îles des conséquences des changements climatiques, elle aura échoué à se protéger elle-même. Donc il n'y a pas un destin dissocié entre celui des îles et de ses habitants et celui de l'ensemble de la planète. Au passage, je rappelle souvent que l'ensemble des habitants de la Terre sont des Iliens qui s'ignorent, puisque à défaut d'être entourés d'océans, nous sommes entourés de l'infini de l'espace, donc quelque part nous sommes tous des Iliens. Les conséquences du changement climatique pour notamment les États insulaires ou même les territoires côtiers, c'est d'abord de subir la montée des eaux sous deux phénomènes. Le réchauffement climatique, qui à l'échelle de la planète est indéniable, qui aura pour conséquence de libérer notamment dans les zones australes et boréales des stocks d'eau qui pour l'instant sont stockés sous forme solide dans les glaciers, dans les zones LAN6, donc de rajouter du volume aux océans. Et deuxièmement, la température montant, les océans vont se dilater. C'est un principe physique. Donc sous ces deux effets conjugués, les eaux vont monter. Et pour des États qui ont peu de relief, et quand bien même ont-ils du relief, beaucoup d'habitants dans ces îles-là, pour des raisons pratiques, notamment pour pouvoir pêcher, vivent au bord des côtes. Donc les conséquences, c'est la submersion, la destruction de territoires souvent agricoles, le déplacement de populations, par infiltration, le fait que des ressources en eau potable puissent tout d'un coup rejoindre des eaux qui sont salées, donc ajouter ce que l'on appelle du stress hydrique au stress hydrique, c'est rendre l'accès à l'eau potable de plus en plus difficile dans des populations qui n'en ont pas besoin. Et puis à ça, on peut ajouter malheureusement plein de phénomènes, c'est que les îles sont souvent des repères de biodiversité exceptionnels qui se sont établis au fil du temps, adaptés à des conditions très particulières, et comme ces conditions, et notamment les conditions de température, où l'acidité des eaux pour les organismes qui vivent dans les océans vont être rapidement modifiées, la conséquence c'est que cette biodiversité n'aura peut-être pas le temps de s'adapter, donc elle peut être amenée à disparaître. Puis il peut y avoir aussi des conséquences bien entendu sanitaires, parce que tout d'un coup, un certain nombre de maladies ou d'épidémies ou d'épizooties qui étaient cantonnées dans des territoires limités, cantonnées notamment par ce qu'on appelle des barrières thermiques, avec des élévations de température, eh bien, ces virus peuvent trouver des zones de propagation. Donc c'est malheureusement pour les îles comme à moyen terme le reste du monde, une espèce d'effet domino qui peut se succéder. Bon, il y a évidemment pour lutter contre le changement climatique un panel de solutions. Il faut revisiter un modèle économique qui et notamment un modèle économique qui lui-même a été boosté par un modèle énergétique basé sur les énergies fossiles qui sont malheureusement aujourd'hui la cause principale du changement climatique, puisque la combustion des énergies fossiles a pour conséquence d'augmenter l'effet de serre et donc globalement de réchauffer la planète. Donc la solution qui s'impose, c'est de sortir des énergies fossiles. Mais il y a une deuxième solution que l'on peut mener simultanément, c'est de restaurer les écosystèmes, et notamment les zones humides, les sols dégradés, les forêts, les barrières de corail, parce que tous ces écosystèmes stockent naturellement, ont une capacité de stockage de CO2 ou parfois même de méthane, quand par exemple on parle des mangroves, excessivement important. Donc pour lutter contre le changement climatique, on peut monter un modèle économique entre les pays du Nord et les pays du Sud pour que les pays du Nord investissent et rémunèrent les pays du Sud pour restaurer leurs écosystèmes.
Et comme ils rendent un service universel, puisque quand vous restaurez une barrière de corail ou une mangrove, ben, vous rendez un service à l'humanité en multipliant les chances de gagner la bataille climatique. Et en même temps, vous restaurez les écosystèmes qui ont une valeur évidemment inestimable et parfois une valeur aussi touristique, puisque ce sont souvent ces écosystèmes et leur beauté qui sont source de déplacements et de visites et donc de revenus. Les énergies marines font partie de ce que l'on appelle des énergies renouvelables, c'est-à-dire des énergies qui en fait sont à disposition gratuitement dans la nature. Vous savez que le vent est une énergie que l'on peut transformer en énergie électrique ou autre. Le soleil également, on appelle ça le photovoltaïque. Ce que l'on oublie souvent, c'est que les océans sont des pourvoyeurs éventuels d'énergie quasi à l'infini. Utiliser par exemple les courants marins et pour y mettre ce qu'on appelle des hydroliennes, en fait c'est presque des éoliennes immergées qui vont utiliser le courant, qui vont faire tourner comme ça des turbines de manière quasi continue. Utiliser le mouvement des vagues, le mouvement de la houle, la force des marées, ou mieux encore pour les îles qui ont immédiatement près de leur côte des fonds très profonds, des grandes profondeurs. Utiliser ce qu'on appelle le gradient thermique, c'est-à-dire la différence de température entre la surface des océans et les abysses. Et en utilisant ce gradient de température, par un procédé et chimique et physique, on arrive à créer l'énergie et à faire tourner des turbines. Tout ça est un potentiel qui peut permettre aussi de donner l'opportunité en l'explorant et en faisant en sorte de changer d'échelle dans le process industriel pour que ces technologies deviennent accessibles, de donner aux îles, et donc ça peut être une conséquence et une opportunité positive de cette lutte contre le changement climatique, une autonomie énergétique. Voilà. Les îles ont vocation et ont capacité à avoir l'autonomie énergétique, à ne pas dépendre, je dirais, de groupes ou d'États extérieurs, et à pouvoir produire leur énergie à terme relativement gratuitement ou quasiment gratuitement, et donc de pouvoir réinvestir l'argent qu'ils mettaient dans leur dépendance énergétique dans la santé, le développement, la recherche, que sais-je encore. Le panthéon des pionniers ou des pionnières de l'écologie est, comment dire, représenté par beaucoup de femmes extraordinaires. Nous avons eu une prix Nobel de la paix, Wangari Maathai, qui est une femme africaine remarquable, qui, sur ce sujet, lui a permis de faire franchir vraiment une étape. Dans un autre registre, toutes ces femmes primatologues, comme notamment au sommet desquelles Diane Fossey, qui ont étudié le comportement des grands singes, mais en même temps ont porté l'attention du monde entier sur leur préservation. Une femme, comme je l'ai rencontrée au moment de la conférence sur le climat à Paris, Vandana Shiva. Il y a une espèce de réserve de sagesse, de vision, de lucidité et également de créativité. Le nombre de femmes que j'ai pu rencontrer en Afrique qui mettent en place des projets alternatifs d'agriculture durable, d'agroécologie et qui sont reproduites à grande échelle après. Donc je ne dirais pas que c'est l'exclusivité féminine, mais en tout cas il y a une sorte d'apanage sur la résilience.